Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Actu Plus. Comme vous pouvez voir, je suis seule. Ben non, on est là. On a décidé de ne pas te laisser tomber cette semaine. Pas cette fois-ci. Il y a des semaines où c'est plus compliqué d'être là, mais là, on est là. On va revenir aujourd'hui, évidemment, sur tout ce qui s'est passé dans la semaine, la fin de semaine. Il s'est passé bien des affaires, pas toujours très le fun. Là. Disons qu'il y a eu quelques accidents avec blessures graves et mortelles. On pourra y revenir. J'ai fait la chasse à la tornade la semaine passée. Vous avez peut-être suivi ça? Oui, j'ai vu tes petites vidéos. Hein. Écoute, on n'a pas vu grand-chose à part de l'eau. On est allé du côté de l'Ontario. Il y a un système qui a traversé le Québec la semaine, en fin de semaine, en fait. Une espèce de derecho qu'ils appellent ça. Donc, c'est un gros système. C'est la période oui, c'est la période où les Laurentides y ont goûté. Exactement. Ben, Laurentides, on parle du secteur de Gatineau, Ottawa, nord de l'Ontario, un petit peu aussi de Nahu, mais pas tant que ça. Sinon, ça s'est rendu jusqu'à Québec. Donc, c'est un système qui s'étendait vraiment, ce qui est quand même assez rare comme système météo. C'est un système qui s'étendait vraiment. Et il y a des gens au Témiscamingue qui ont eu l'alerte de tornade, mais la veille de tout ce qui s'est passé au Québec. Donc, ça avait commencé déjà à brasser un peu. J'étais dans ce secteur-là. On n'a pas vu grand-chose, mais c'est un système météo qui a fait beaucoup de dommages, qui a fait des morts au Québec et en Ontario. Donc, on a une pensée pour les familles qui ont été touchées, évidemment, par tout ça. Puis, il y a encore des personnes qui manquent d'électricité. Effectivement, c'est quand même... tu sais, il y en a qui comparaient un peu les dégâts avec ce qui avait été la crise du verglas, parce qu'il y avait eu des dégâts importants. J'ai vu, entre autres, du côté d'Ottawa, il y avait des pylônes qui étaient couchés par terre. Donc, ça donne un peu l'idée de l'ampleur de ce système météo-là. Grosse pensée aux équipes d'Hydro-Québec qui sont encore sur la route en ce moment, puis il y a des équipes d'Abitibi qui sont là-bas. Et j'ai une pensée aussi pour la gang de Zipling et Signazip qui ont envoyé des signaleurs pour aller donner un coup de main parce que ça en fait des routes à gérer au Québec. Donc, une pensée pour ces gens-là qui travaillent fort à rétablir le courant au Québec. Sinon, en fin de semaine, il y a eu une violente collision qui a fait un mort, 2 blessés dans le secteur de Baudry et c'est une triste histoire. C'est un homme de 23 ans qui a perdu la vie dans cette collision-là peu avant 2 heures cette fin de semaine. Je me souviens pas, là, je pense que c'est dans la nuit de samedi à dimanche, si je me trompe pas, ou vendredi en tout cas, dans le quartier de Baudry. 2 autres personnes qui ont subi des blessures graves dans l'accident. Selon les informations préliminaires, ce qui s'est passé, c'est que lors de l'impact, la conductrice de l'un des véhicules a été expulsée du véhicule, donc on comprend les blessures graves de ce côté-là. Et la deuxième personne qui était à bord de ce véhicule-là, elle a péri dans le véhicule qui a pris feu. Donc, très triste histoire de ce côté-là. Puis il y a le conducteur du deuxième véhicule qui a été grièvement blessé. La Sûreté du Québec écartait pas la thèse de l'alcool au volant. Donc, ça nous permet de rappeler que si vous avez pris un verre, ben appelez un ami, un taxi, prenez les moyens nécessaires. Marchez, là, il fait beau là, ces temps-ci. Dormez sur place si vous n'avez pas le choix parce qu'un accident est si vite arrivé. Ben, exactement. Puis avec les tristes circonstances de tout ça. Là, donc, ça mais OK, c'est juste une supposition. Là, pas, c'est la thèse qui était, qui était sur la table là, de ce côté-là. Sinon, on va y aller dans un petit peu plus joyeux, disons. Centre de service scolaire de l'Or-et-des-Bois qui gagne le championnat régional en athlétisme. Oui. Effectivement, donc c'est le 20 mai dernier que le championnat avait lieu à l'école secondaire d'Amos. Il y avait environ 170 participants, ce qui est quand même un gros événement. Et donc, c'est le centre de service scolaire de l'Or-et-des-Bois qui a gagné dans toutes les catégories. Yeah! Ben, bravo. On s'entend, 18 médailles à Santerre. Quand même. On va rester dans le thème loisirs et sport. Il y a un pionnier qui a été honoré, Jean-Claude Babin. Oui, dans le fond, c'est l'un des fondateurs de Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue et il s'est beaucoup impliqué dans le loisir, le sport en région, mais au Québec en général aussi. Donc, le Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue a nommé une salle en son honneur, la salle Jean-Claude Babin, dans leurs installations. Parfait. Sinon, on vous l'annonce. On vous a déjà parlé du documentaire Es-tu game qu'on a réalisé ici, que j'ai eu la chance de faire avec l'équipe ici au bureau. Le documentaire va être projeté le 30 mai prochain à 18h30 au cinéma Amos.
Ça fonctionne gratuitement, donc vous pouvez venir nous rejoindre là-bas. Les places, évidemment, sont limitées par le nombre de places dans la salle. Là. Mais vous allez pouvoir venir voir ce documentaire-là puis en apprendre plus sur tout ça. Peux-tu nous expliquer, premièrement, c'est quoi le documentaire? C'est un documentaire qui parle des réalités de la consommation, des drogues, principalement le cannabis, mais on va plus en profondeur dans les drogues, la dépendance. Pour ceux qui avaient connu à l'époque le documentaire Amoswa, ça fait comme plusieurs années, c'est un peu la suite logique de Amoswa, réalité souterraine. Donc, on a voulu aller refouiller un peu cette réalité-là. On a rencontré des gens qui consomment encore, des gens qui ont consommé, qui s'en sont sortis pour parler de cette réalité-là. Et ces gens-là nous l'ont fait à visage découvert, nous ont fait vraiment pénétrer dans leur réalité. Donc, c'est super intéressant comme documentaire et ça permet d'avoir le pouls un peu de ce qui se passe sur le terrain au niveau de ces réalités-là. Si je me trompe pas, puis je voyais son nom apparaître sur ma montre tantôt, tu vas recevoir Luc Valcourt. Oui, effectivement, la semaine prochaine, on va parler plus en détail du documentaire. On va parler un peu de comment s'est passée la projection, tout ça. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour l'Actu Plus. On le salue, Luc, qui m'appelait pendant le début de l'émission. Sinon, évidemment, c'est l'été qui arrive. C'est la saison des travaux. Exactement. Les cônes oranges, etc., etc. Il va en avoir quelques-uns. Oui, par exemple, dans le parc de la Véranderie, il faut s'en attendre. C'est chaque année. Mais c'est quand même de préciser, là, c'est dans le secteur de Lac d'Auzois, là, qu'il va en avoir un en alternance tout l'été. Oh là là! Faut s'entendre. Prévoyez vos déplacements. Une couple de kilomètres là, en alternance tout l'été. Sinon, entre un secteur que ça fait longtemps qu'on se dit là, il faudrait qu'il soit refait, là, entre Picogan et Saint-Félix-de-Valquier. Ils ont installé les cônes, les pancartes lundi. Je suis pas repassé, là, mais ça commençait cette semaine. Là. Fait que c'est en train de s'installer tout ça quand je suis passé en début de semaine. Ou deux, là, il y en a pour un bout d'après moi. À tout refaire ce grand bout-là. Fait que, oui, je suis passé là la semaine dernière. Ça va être fait au moins. Yes. Encore une fois, nouvelle triste, il y a un homme qui est décédé dans un accident dans le secteur de Dupuis sur la 111. Il y a 2 enfants qui ont été blessés. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un capotage de ce côté-là. Le véhicule a été retrouvé par un remorqueur. Et là, il y avait des gens à l'intérieur, donc les véhicules d'urgence se sont rendus sur place. Le premier enfant de 5 ans a été transféré vers un centre hospitalier du côté de Montréal pour des blessures graves. Le deuxième, légèrement blessé. C'est un homme, j'essaie de retrouver dans ma feuille vite fait, un sexagénaire qui est décédé dans cet accident-là. Donc, il y a une expertise qui a été faite de ce côté-là. J'ai pas eu le résultat de cette enquête-là. Peut-être que je vais avoir l'air un peu niaiseuse, mais c'est quoi un capotage? Un capotage, en fait, c'est quand le véhicule fait des tonneaux. OK, c'est ce que je pensais, mais j'étais vraiment pas sûre. Pour ceux à la maison qui se demandent, parce qu'on utilise quand même souvent le terme dans nos textes, puis des fois, on y pense pas. Là. Mais quand le véhicule fait des tonneaux, c'est vrai que, c'est à ce moment-là qu'on appelle ça un capotage. Sinon, on se transporte à Sainte-Terre. Ben oui, l'exposition NIN, Je suis I Am, quand même, c'est une belle exposition qui en tout cas, c'est comme quelque chose pour revitaliser les langues autochtones, parce qu'on est quand même dans une période où, et puis c'est super intéressant, on reçoit quand même des personnes super intéressées à ramener les... comment je dirais ça? Ramener les langues autochtones. Ramener les langues autochtones. Tu le voyais d'une concert? Non, c'est parce que Richard Kistabis, il m'a mêlé en me disant qu'il ne dit plus le mot autochtone. C'est Anishinaabe. C'est le mot qui devrait être prononcé. Et puis, c'est quand même intéressant de voir autant la passion de ces gens-là qui veulent nous ramener. Et puis, il s'adresse beaucoup aux jeunes, on s'entend, aux jeunes, parce qu'il y a eu, avec l'époque des pensionnats, les personnes, on les a fait enlever le langue pour qu'ils apprennent le français ou l'anglais selon des plans. Et là, c'est les enfants de ces enfants-là qui veulent ramener un peu leur culture, ramener leur culture. Alors là-dessus, j'ai reçu des gens très intéressants. Puis je pense qu'on devrait regarder le documentaire. J'en ai un qui va durer à peu près une dizaine de minutes. J'ai reçu 2 interventions. Et j'en ai un complet qu'on verra ultérieurement sur nos plateformes. Sur les plateformes.
Mon nom est Wanda Crépeau-Eta, Nidejekazenen. Mon nom, c'est Wanda. La première question, c'est d'où vient l'exposition, Lynn? En fait, l'exposition est née d'un rassemblement qui était arrivé à Miaja, qui est en fait notre deuxième sur la langue, en 2019 à Québec, dans la communauté Anishinaabe. C'est là qu'on a rassemblé différentes personnes, là, à peu près 300, des porteurs culturels. Fait qu'à 2019, c'est là que ça est né l'exposition. Okay. Ouais, des gens parlaient de la revitalisation de la langue Anishinaabe, puis comment qu'on va trouver des moyens à la faire entendre plus souvent. Donc, c'est là que les gens ont parlé d'une exposition sur la langue. Donc, c'est là que NIN est venu. Mais c'est quoi NIN? NIN, ça veut dire « moi, je suis ». Donc, tout par rapport à la culture Anishinaabe. Donc, en fait, cette exposition est conçue pour les jeunes, pour vraiment stimuler, en fait, la participation, mais pour vraiment l'émanciper dans la culture Anishinaabe. Puis, cette exposition-là est avec la collaboration de plusieurs personnes, justement des artistes, des consultations, en fait, que Menwashen a dû préparer pendant 2 ans. OK. Ouais. Et puis, c'est qui est impliqué là-dedans? En fait, il y a plusieurs. En fait, il y a Nancy Crépeau, qui, en fait, c'est une partie en fait, du conseil d'administration, Caroline Lemire, Amélie Brassard de l'équipe Menwashen, le Richard aussi, Doris Saint-Pierre pour de la traduction anglophone, Virginia Dumont qui est au niveau de la traduction aussi Anishinaabe. Des artistes aussi qui ont Elisabeth Mianscombe qui fait le perlage, Carl avec l'œuvre aussi direct au départ. En fait, puis la personne qui a conceptualisé ça aussi, c'est Karine Bertillon, celle qui a fait la directrice artistique aussi de l'exposition. Le territoire, en fait, c'est en fait d'un ancien en fait de la toponymie du Québec par Danny Bisson. Donc, il y a plusieurs, je te dirais, plusieurs personnes qui ont collaboré sur ce projet-là. Qui est d'autres aussi, je te dirais. Aussi le Tewagen qui est de Alexis Wizino aussi. Donc, on a des gens de Center qui ont pris part à ce développement. Qui d'autres aussi que j'ai pas pensé? Je pense que c'est ça. Roger Wild. Ah oui, justement, Roger Wild. Hey, merci. Ah ouais, justement, Roger Wild. Merci beaucoup de me l'avoir fait mentionner, lui aussi. On a donné son nom, Marie-Raphaël, qui a fait des photographies aussi. Peut-être qu'il y a des personnes aussi que je m'échappe, là, mais il y a plusieurs personnes. On remercie les gens sur le site de Menwashen, justement, toute la collaboration qu'on a eue. Menwashen. Oui, D'où vient ce Menwashen? C'est quoi Menwashen? Menwashen, en fait, c'est un petit bébé qui vient de commencer. Puis c'est Écoute, c'est une place pour les artistes, les artisans, les porteurs culturels, de célébrer les arts, la culture, l'histoire aussi des Anishinaabe dans l'aspect au niveau des artistes. Mais il y a aussi créer des événements aussi qui se rassemblent par rapport à différentes thématiques. C'est des consultations aussi qu'on crée, de la comédiation, je vous dirais, au niveau de la culture, médiation culturelle. Donc, écoute, c'est tellement... Il y a tellement de choses à décrire sur Menwashen. C'est ça, c'est tout jeune, mais c'est ça, c'est au niveau de, justement, comme je disais, Miaja, c'est nous qui on organise des événements culturels que les Anishinaabe emportent sur différentes thématiques. Il y a eu sur la langue, sur le patrimoine graphique aussi, patrimoine, les symboles. Donc, c'est pour tout revitaliser, reprendre un peu la langue. Dans différentes sphères, les arts, les cultures, les spectacles aussi. On est là souvent pour aider à collaborer des spectacles. Je pense que moi, les gens, hein, c'est ça, en fait, l'exposition, c'est conçu. Mais on vit de l'ombre, en fait, avec les jeunes. Puis c'est ça, c'est vraiment au niveau de rassembler les gens, les familles ensemble. Parce que c'est ça qu'on s'est fait couper pendant longtemps. Puis c'est ça, Menwashen, c'est tout un... Puis là, dans quoi qu'on se retrouve, là? On est dans quelle pièce? On se retrouve dans le territoire, l'Anishinaabe-Aki, qu'on dit. Donc, c'est là qu'on entend... C'est là que est née la langue. C'est à partir du territoire. Puis on dit aussi que le territoire, la culture et la langue sont toutes indissociables. Elles sont nées ensemble. Elles ne grandissent pas séparément.
C'est comme ça qu'il faut qu'on montre que l'Anishinaabe est tellement vaste, le territoire, puis que cette richesse-là, on a encore des gens qui sont sur le territoire, qui les pratiquent, qui font la chasse, qui font encore les Téwégan, qui les pratiquent. Donc, c'est vraiment redonner place à ces gens-là, ces connaissances, ces savoir-faire, savoir-être qui viennent des Premières Nations, surtout des Anishinaabe. Donc, et voilà, on entend la voilée d'Outard, justement, ça m'en dit une longue chose quand on arrive, justement. On vient de passer ici, à Sainte-Terre, dans les temps. Donc, moi, ça me remémore tous ces moments-là, de que chaque lune, quand on dit chaque mois, ben ils ont toute comment que je pourrais dire ça? Sa signification. Parce qu'on a toutes des loutardes, arrivent à un certain mois, les fraises, les bleuets, tous les petits fruits. Donc, c'est tout un cycle que les ancêtres, les Weshketch, les Kukum, Moshum, avaient toute cette connaissance-là. Il faut redonner ces choses-là, en fait, aux communautés. Donc, puis moi-même aussi, j'en fais un devoir de vouloir réapprendre ma langue. Donc, c'est vraiment dans cet aspect-là aussi de revitaliser parce que moi, je ne la parle pas, mais je parle quelques mots. Puis j'aimerais vraiment ça que mon fils puisse continuer à entendre la langue parce que la langue, c'est ce qui identifie une personne, un groupe, une nation. Donc, si on n'a pas... on ne peut pas s'épanouir dans une langue, donc on vient plus... l'essence n'est plus là. C'est ça qu'on veut redonner un peu la fierté au niveau des jeunes, d'être fiers qui sont, de leurs origines, puis de vraiment s'ouvrir à toutes les belles possibilités qui peuvent être ouvertes au niveau de l'art, la culture, la scène. Il y a tellement de domaines, je vous dirais, là, qu'il faut savoir... tu peux juste y aller, vraiment se donner une petite go, puis d'essayer des choses, puis de ne pas avoir peur d'essayer. Que c'est ça, le Minwashin. C'est plein de choses. On a fait des petits bébés, des petits papillons partout. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Christian. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Nancy Wiskouti-Crépeau. Je suis professeure adjointe à l'Institut national de la recherche scientifique et je suis une collaboratrice au projet d'exposition NIN que vous voyez ici derrière moi. Puis peux-tu m'expliquer d'où vient l'idée de cette exposition-là? L'exposition NIN, c'est une idée qui a émergé il y a environ 2 ans, juste avant la pandémie. Moi, j'étais à cette époque-là, au tout début de mon parcours avec Minwashin. Minwashin, c'est l'organisme qui a chapeauté la réalisation de cette exposition-là. Et à cette époque-là, on voulait avoir un outil pour sensibiliser les communautés Anishinaabe aux enjeux de la langue Anishinaabe. On voulait vraiment amener les gens à réfléchir par rapport à l'avenir de la langue, parce qu'on sait qu'actuellement, cette langue, l'Anishinaabe-Mwin, est dans un état de très grande fragilité. Et on voulait trouver une façon d'entrer en relation, d'entrer en dialogue avec les communautés pour entendre ce qu'elles avaient à dire par rapport à la transmission de l'Anishinaabe-Mwin aux prochaines générations. Notre idée, c'était vraiment de préparer un contenu qui était destiné à des élèves dans une population scolaire, surtout des élèves du secondaire et à la fin du primaire, le 3e cycle du primaire. Mais on savait très bien que cette exposition-là allait déborder du cadre scolaire. On voulait aussi que ce soit les gens de la communauté, on voulait que les gens de la communauté viennent voir l'exposition parce qu'eux aussi, ce sont des locuteurs de l'Anishinaabe-Mwin ou même en tant qu'Anishinaabe qui ne parle pas la langue, on a quand même une réflexion à avoir sur la transmission de la langue et surtout aussi à comprendre le contexte du déclin des langues autochtones parce que ce ne sont pas des phénomènes qui se produisent par hasard. Hein.
la perte des langues autochtones au Canada et au Québec, ça vient évidemment de plusieurs décennies, ça vient d'un héritage historique, ça vient d'un héritage colonial. Et je pense que de comprendre cette histoire-là, ce n'est pas une occasion qui nous a été offerte dans notre éducation, dans notre scolarisation. Et on voulait, avec cette exposition, justement, commencer à parler de ces enjeux-là, à parler de cette histoire de la colonisation qu'on a vécue pour nous amener à comprendre pourquoi aujourd'hui nos langues sont en train de disparaître et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de renverser cette tendance-là puis de préparer les prochaines générations à prendre le relais. Donc l'exposition, c'était un outil qui s'adressait à tout le monde, en fait. On voulait cibler les jeunes à l'école parce qu'on sait que les jeunes autochtones dans les communautés Anishinaabe, par exemple, n'ont pas toujours l'occasion d'aborder des contenus sur l'histoire de leur communauté, sur leur langue, et on voulait explorer cette avenue pour voir de quelle façon qu'on peut poursuivre le travail dans la sphère éducative, notamment parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que nos réalités soient mieux connues par les Anishinaabe eux-mêmes, mais aussi par le public québécois. Sinon, il y a eu une demande de 5 organismes qui ont demandé de retirer les titres miniers dans un secteur en Abitibi-Témiscamingue. Bien, en fait, c'est dans différents secteurs. Tous les secteurs qui vont avoir un impact sur les esquerres, il y en a quand même 5161 qui sont visés, plus les projets qui n'ont pas de titre minier encore. Ça peut paraître beaucoup, mais les organisations soutiennent qu'il y en a plus de 28 000 en Abitibi-Témiscamingue et que c'est un faible pourcentage du territoire qui est touché. Et il faut dire quand même que seulement 8,41 % du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue est une aire protégée et ils soutiennent que c'est principalement à cause des mines que c'est difficile de protéger le territoire. On peut rappeler que le gouvernement s'était mis comme objectif de protéger 17 % du territoire québécois en 2020, à l'objectif qui n'a pas été atteint. Et là, l'objectif est encore plus élevé, c'est 30 % pour 2030. Donc, pour réussir à atteindre cet objectif-là, il va falloir protéger plus d'air au Québec. Et j'avais parlé il y a longtemps avec un écologiste qui disait justement que la meilleure solution, ce serait qu'on ait au moins 30 % d'aires protégées par région plutôt que d'y aller en moyenne, parce que sinon, c'est facile de dire « Oh, on va protéger des aires dans le nord du Québec », mais finalement, c'est tout le même type de sol et de faune, de flore qui est protégé, alors que là, si on fait vraiment ça dans différentes régions, ça permet de protéger plus d'espèces. Et c'est une demande qui a été formulée un peu de temps avant le forum ESCAR 2022 qui avait lieu là, jeudi-vendredi du côté de Val-d'Or. Effectivement, et on va pouvoir en parler davantage la semaine prochaine parce que j'ai un invité qui va nous parler justement de pourquoi ils ont ils ont envoyé une lettre au ministère, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, de l'énergie et des ressources naturelles. Donc à Jonathan Julien, qui est le ministre. Là. Et on recevra, si je ne me trompe pas, tu reçois Rodrigue Turgeon. Oui, c'est ça. Qu'on connaît bien pour sa lutte dans ce dossier-là. Effectivement. Et tant qu'à parler, j'ai eu en entrevue cette semaine une dame proche aidante qui s'occupe de sa mère et qui soutient qu'elle n'a pas eu assez d'aide de son côté, surtout financièrement. Elle s'est fait couper la moitié de ses heures de travail, on peut dire, parce qu'elle était payée pour 40 heures semaine, maintenant 20 heures semaine. Elle soutient que c'est pas suffisant pour payer ces choses, donc on va voir l'entrevue. Guylaine Maillé, 52 ans, est revenue vivre en Abitibi en 2019 pour prendre soin de sa mère malade, Mme Lucille Gendron, qui a aujourd'hui 72 ans. Au début, l'aide disponible est pratiquement inexistante. Mme Maillé doit procéder à de nombreuses démarches pour savoir à quoi elle a droit. L'aide à domicile cesse et Mme Maillé décide de rester à temps plein auprès de sa mère qui est de plus en plus malade. Après certaines embûches, elle reçoit finalement des montants équivalents à 40 heures par semaine pour pouvoir subvenir aux besoins de sa mère. Malheureusement, l'aide lui est rapidement coupée de moitié. Pendant ce temps-là, le coût de la vie augmente, l'épicerie leur coûte de plus en plus cher et le loyer, qui est à 1 100 $ par mois à Amos, est à peine couvert par le salaire de Mme Boyer.
C'est sans compter les milliers de dollars dépensés pour améliorer les équipements de l'appartement et la médication nécessaire à la qualité de vie de Mme Gendron. Malgré tout, Mme Maillet insiste pour dire que sa mère n'est pas un poids pour elle. Mme Maillet souhaite lancer un message d'espoir aux proches aidants qui seraient nombreux à vivre des situations similaires. Je le dis depuis le début, c'est pas ma mère qui est dure à garder, c'est tout ce qui se passe autour. C'est les décisions du gouvernement, c'est le COVID qu'on a eu. Nous aussi, on est isolés. L'isolation aussi, parce que le monde, ils ne savent pas... moi, d'après moi, le monde ne savent pas réagir par rapport à notre situation. Puis, les services sociaux, c'est vraiment la famille aussi, les amis. On dirait qu'on a fait disparaître tout le monde autour de nous autres, comme qu'on pourrait dire. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas ma mère qui est tellement difficile à garder. C'est vraiment tout ce qui se passe autour qui m'épuise, dans le fond, là. Il n'y a pas personne qui pourrait dire... Je dis un exemple. Demain matin, je tombe sur le chômage. Je m'en vais au bureau du chômage, je rencontre un agent. Lui, il va me diriger, il va me dire, bon, ben regarde, t'as ça à faire. Là, je suis proche aidante, naturelle. Je peux pas débarquer à quelque part puis demander, hey, c'est quoi que je fais? C'est quelle démarche? C'est quoi les crédits appropriés? Tout le kit. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous aider, de nous diriger. Il n'y a personne qui va dire, OK, regarde, il y a un temps de répit que tu as le droit d'avoir, des faits autonomie pour le ménage une fois de temps en temps. Tu sais, c'est vraiment... Non. C'est moi qui ai fallu qu'il fasse beaucoup de démarches. Depuis 2019 que j'envoie des courriels, des lettres pour le ministère de Mme Marguerite Blais. J'ai envoyé aussi au fédéral. J'ai même consulté députés. Eux autres, députés Suzanne Blais, ils m'ont bien reçu. Ils m'ont bien dirigé parce qu'avec eux, j'ai su qu'on pouvait avoir un avocat pour ma mère. J'ai su... Tu sais, ils nous ont vraiment... il m'a vraiment aidé. Ben, elle m'a vraiment aidé à me diriger sur certains points en dernier. Mais comme je vous dis, en 2019, on a commencé à demander de l'aide. On a commencé à demander des accessoires pour ma mère parce que là, veut pas, on achète, mais on n'est pas riche. Là. On ne peut pas tout s'équiper monétairement. De toute façon, au début, on se faisait toujours dire que moi, je ne pouvais pas être payée. J'ai jamais compris, mais en tout cas. Puis quand on a gagné notre point de vue, on a eu une personne qui venait ici à 20 heures semaine pour que moi, je puisse aller travailler l'esprit tranquille. Mais ça, encore là, je ne savais pas qu'on y avait droit. On rencontre la travailleuse sociale à ma mère. C'est pas elle qui va aller au-devant de nous dire, bien, il existe ça. Par contre, si on dit, il nous arrive ça, bien, il y a peut-être ça qu'on pourrait faire. Tu sais, c'est vraiment, là, on est dans le néant total. Dans le fond, c'était une réunion de groupe pour savoir où c'est qu'on est rendu avec ma mère, puis qu'est-ce qu'il reste à faire. Mais dans le fond, cette belle réunion-là, ça finit que tout le monde part, sauf la travailleuse sociale et la directrice qui se trouve être sa boss, là, qui fait en lien avec le chèque emploi-service et les heures allouées et toute l'équipe. Donc, tout le monde part. Et cette dame-là, en passant, est arrivée en retard à la réunion. Fait que je ne savais pas comment elle s'appelait, puis je ne savais pas c'est quoi qu'elle faisait. Donc, tout le monde part, sauf ces deux-là, puis moi. Moi, je suis arrivée pour partir, ils m'ont dit non, reste assis. Ma mère, elle s'en va avec eux autres ici. Fait que là, la dame, elle me dit, le premier bonjour qu'elle me dit, elle dit, on te coupe de moitié l'aide apportée à ta mère à 20 heures semaine. Et là, l'aide apportée à ma mère, c'est moi qui l'ai. Mais éventuellement, si j'aurais retourné travailler, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait eu. Mais je ne suis pas capable de retourner travailler parce que c'est trop difficile. C'est tellement rendu dur. Donc, c'est ça. Donc, moi,
moi, je l'ai regardé en voulant dire, ben, t'es qui, toi, pour me dire ça? Puis là, je regardais à la travailleuse sociale, j'ai dit, est-ce que je peux savoir c'est qui, tu sais, pour me dire ça de même, bête de même? Ben là, c'est là que j'ai su, c'était la directrice, en tout cas, des services sociaux et compagnie, c'était la boss, son boss immédiat à la travailleuse sociale. Elle a commencé elle a commencé, vraiment, elle était sur un ton arrogant. J'ai eu comme l'impression qu'elle était comme au-dessus de tout. Puis là, en discutant, j'ai dit, c'est impossible. Ma mère, elle ne peut pas rien qu'avoir 20 heures d'aide. J'ai dit ça, tu es en train de me dire que j'ai déménagé de Joliette, m'en venir rester avec ma mère, absolument pour rien. Tandis qu'elle est déclarée handicapée sur les 2 paliers gouvernementaux depuis 2019. Puis là, vous êtes en train de me dire, avec 2 semaines de réadaptation, que ma mère est ressuscitée. Elle est capable de tout faire là, maintenant. Elle me dit, ben là, elle dit, c'est ça. Ben, j'ai dit, OK. Fait que j'ai dit, moi, si je déménage à Joliette, je me retourne chez nous. Ma mère reste seule ici. Du lundi au vendredi, de 1h à 4h, non, 1h à 5h, hey, là, ma mère va être installée ici, là. C'est là qu'il faut qu'elle soit malade, puis tu te le quittes, là, parce que entre 1h et 5h, mais le reste du temps, c'est tout seul, qu'est-ce qui arrive? Je l'ai sortie de la solitude, là, 3 ans, elle est en train de se laisser mourir tellement qu'elle n'avait pas un bon moral. Puis, elle pesait 100 livres tout tremble quand je suis arrivée ici, il y a 3 ans. Puis, elle prenait ses médicaments tout croche. Je pense qu'elle n'avait pas... le fait qu'elle commençait à perdre beaucoup de capacité, elle se refermait sur elle-même. J'ai comme l'impression que c'est ça qui arrivait. Mais là, veut pas, elle vit avec moi. Fait que là, elle n'a pas le choix de reprendre un petit peu le moral, là. Mais en tout cas, tout ça pour finir à dire que, dans ma question, je reviens sur mon histoire. Là, dans ma question, elle a commencé à argumenter en disant que ma mère était capable de se faire à manger parce qu'elle était capable de couper son steak dans une assiette. Ma mère, elle ne peut pas rester debout là plus que 5 minutes. Juste prendre ses médicaments, elle s'assied sur son déambulateur. Après ça, elle roule jusqu'à la cafetière pour cliquer sur le piton pour faire chauffer l'eau. Oui, elle peut se faire des toasts, mais même pas capable de rester là pour les beurrer, les toasts. Là, tu sais? Parce que la capacité qu'elle a, c'est qu'elle se met à avoir de la difficulté à respirer. Elle a mal beaucoup, beaucoup dans son dos. Sur un bras, elle fait beaucoup d'arthrose. Puis, c'est ça. Eux autres, ils ont jugé que ma mère était capable de se faire à manger seule et avoir une petite aide de 2 heures par semaine pour les repas. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Après ça, ils ont jugé que ma mère était capable de se laver toute seule parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que là-bas, quand elle était là-bas, l'infirmier, le préposé qui allait avec ma mère à la salle de bain pour le bain, lui, il avait la même affaire que moi. Lui, il avait à partir du genou jusqu'aux orteils, le dos et les cheveux. Parce que ma mère ne pouvait pas ni se laver les cheveux parce qu'elle a mal à une épaule et elle n'est pas capable de monter son épaule plus que ça. Fait qu'elle ne peut pas se laver les cheveux. Elle n'est pas capable d'embarquer toute seule dans son bain non plus parce que ma mère, elle a aussi un problème d'équilibre. Puis elle est connue aussi une personne qui tombe souvent. Ses jambes manquent. Elle tombe. Fait que juste embarquer dans le bain, c'est quasiment une cascade parce que aussitôt qu'elle lève un pied, elle perd d'équilibre. Fait que, mais à l'hôpital, pas à l'hôpital, mais à la réadaptation, la madame elle me dit, non, elle dit capable tout seul. J'ai dit, t'es-tu en train de m'astiner? Je viens de te dire qu'elle n'est pas capable. Le préposé l'aidait. Non, c'est pas vrai. Puis là, j'ai dit, t'es-tu en train de me dire que ma mère me compte des menteries? Écoute, je dis, elle ne peut pas se pencher. Je le sais, elle ne peut pas. Il y a 1 an et demi, peut-être qu'elle est encore capable, mais là, présentement, elle ne peut pas.
Donc, après ça, elle a dit qu'elle n'avait pas de besoin d'aide pour le coucher. Ça, c'est pas vrai. Faut que je nettoie son CPAP, il faut que je le remplisse, il faut que je parte son oxygène, il faut que je l'aide à s'installer dans son lit. Ma mère, juste à s'installer dans son lit, je suis obligée d'y donner son ventolin, là, puis elle se pompe souvent parce qu'elle tombe à moitié morte tellement qu'elle est essoufflée. La moindre effort, ma mère, sa saturation en baisse en bas de 80, là. Fait que c'est vraiment pas très bon. Donc, là, c'est ça. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, c'est pas vrai. Ma mère a besoin d'aide pour le coucher. Elle dit non, non, non. Ici, elle fait tout seule. Hein? J'ai dit non, non, ça se peut pas, là. J'ai dit, ça se peut pas. Donc, après ça, elle me dit, c'est quoi d'autre ici qu'elle disait? Elle est capable de faire son entretien ménager avec 2 heures d'aide dans la semaine. Moi, 2 heures d'aide. Mais j'ai dit, là, tu es en train de me dire que ma mère est capable de passer le balai, laver le plancher, faire la vaisselle, plier le linge, tout le kit. J'ai dit, ici, elle l'a-tu fait? C'est pas son environnement ici. Est-ce qu'elle faisait? Non. Ben, c'est quoi tu fais pour déduire que ma mère est capable de faire son entretien? Ben, c'est parce qu'en haut, en parlant du réadaptation, ma mère, des fois, elle la laisse assis avec les madames dans la cuisine, puis il pliait du linge. Fait que ma mère, vu qu'elle plie du linge, elle est capable de faire du ménage. Fait qu'il m'alloue pas d'heure, il m'alloue, je pense, c'est 2 heures. J'ai tous les papiers ici, moi. Fait que là, j'ai fait comme, ben là, j'ai dit, c'est ridicule. Fait que là, à un moment donné, je l'ai regardé, j'ai dit, ben, coudonc. J'ai dit, c'est quoi, là? J'ai dit, tu es en train de me dire que tu es en train de me couper, moi, l'aide que j'apporte à ma mère, OK? Puis par l'entremise, que c'est ma mère qui perd ses heures allouées, là. Que ce soit n'importe qui fasse les heures, même si c'est moi ou c'est toi, n'importe qui. Ma mère, elle part de 20 heures, elle part de 40 heures d'aide qu'elle a depuis 1 an à 20 heures d'aide, puis elle est plus hypothéquée. Sa vie, sa santé est plus hypothéquée. Là, j'ai dit, je comprends pas. Elle me fait comme réponse, tu te sers de ta mère pour te faire un salaire. Si c'est pas arrogant, là, une réponse de même, je sais pas où l'arrogance, là, mais regarde, c'est hallucinant comment j'étais vraiment fâchée. Donc, à un moment donné, j'ai dit, OK, j'ai dit, là, là, c'est fini, là. Tu as décidé, c'est 20 heures. J'ai même pas été consultée pour la maison, à savoir c'est quoi qu'elle fait, son environnement. Il n'y a personne qui est venu passer du temps ici à la maison pour vérifier comment on fonctionnait aussi. Donc, j'ai dit... fait que là, d'un coup sec, elle part de 40 à 20 heures. Et là, elle me dit justement que je me servais de ma mère pour me faire un salaire. J'ai dit... Moi, la réponse automatique que j'ai faite, c'est tu me niaises. Tu me dis ça pour de vrai, là. J'ai dit, il y a 168 heures dans une semaine. Je suis ici 24 heures sur 24, autant la nuit que le jour. Et ma mère, la nuit, elle a besoin d'aide aussi de se lever. Donc, peux-tu dire que le 20 heures semaine, là, il n'y en a pas assez? Quand on est arrivé à la maison, cette journée-là, que j'ai sorti ma mère, on arrive à la maison, je dépaque ses affaires, je prends je prends son parce qu'elle a un CPAP aussi la nuit, parce qu'elle fait beaucoup d'apnée du sommeil. Tu arrêtes de respirer combien de fois par minute, maman? 15 fois par heure. 15 fois par heure. Elle arrête de respirer. Fait qu'elle a un CPAP dans sa chambre. Donc, je réinstalle le CPAP et je me rends compte, dans le boîtier qu'on met l'eau, il y avait du limon dans le fond de tout ça. Du quoi? Du limon. C'était de l'huant. C'est quoi du limon? Du limon, c'est... C'est comme de l'eau épaissie. Moi, c'est ça. C'est comme, mettons, un dépôt d'eau que le fond, ça fait comme gélatineux. Ça fait comme un blanc d'œuf pas cuit. Qu'est-ce qui cause ça? De l'eau stagnière. Oui, c'est ça. Il n'a jamais été lavé. Manifestement pas changé. Non, parce que
elle a été 2 semaines et demie là. Il n'y a jamais personne qui a lavé son CEPAP. Mais pourtant, les hauts placés, ils m'ont dit de lâcher prise, de ne pas m'occuper d'elle, puis que c'était eux autres qui s'occupaient de la médication à ma mère. Moi, CEPAP, c'est comme médication aussi, là, mais ils l'ont jamais lavé. C'était dégueulasse. Je m'excuse de dire ça, là, mais c'était vraiment dégueu. Puis elle a respiré ça. Elle respirait ça, là, au travers de son oxygène. C'était tout plugué. Mais tu sais, moi, ils ont été 3 jours après moi pour me convaincre de lâcher prise. Mais ça n'a pas été fait. Fait que, tu sais, je me dis, OK. Par la suite, je dis à maman, je dis, la réunion, là, quand on a été, là, comment ça se fait? Tu as dit que tu t'acquiesçais comme de quoi tu étais capable de faire ça, puis ça. Ben, Dylan a dit, j'ai rien entendu vraiment. Elle dit, j'ai pas mis mes appareils. Elle n'avait pas ses appareils parce que ma mère porte des appareils. Puis quand il y a beaucoup de monde à une place puis que ça parle, elle, c'est un bourdonnement. Fait que quand quelqu'un posait la question, tellement. Oh, j'ai dit ouais, tout. Ouais. J'aurais pas dû faire ça. Donc, j'ai une autre réunion avec la dame en question qui coupe les heures, puis la travailleuse sociale. Puis là, je lui ai demandé, j'ai dit, sur quoi que vous vous basez pour dire que ma mère est capable de faire ci, ça, ça, ça? Ben, elle dit, quand on a eu la réunion, on a posé des questions à ta mère. Non, non. Je dis, ouais, en passant, pendant la réunion, ma mère n'avait pas ses appareils. Fait j'ai dit, elle n'a pas rien entendu, ou à peu près pas, de qu'est-ce qui s'est passé ici. Puis je comprends pas que quand on a resté, moi, toi, puis la travailleuse sociale ensemble, que ma mère n'allait pas rester parce que c'est son dossier, c'est pas le mien. C'est elle que vous coupez, c'est pas moi. Oui, par ricochet, parce que c'est moi qui se trouve être l'employé, mais c'est pas à moi de décider, puis c'est pas moi, je suis pas la patiente. Ça, c'est la première question que j'ai posée, c'était pourquoi vous n'avez pas gardé ma mère? Elle aurait pu dire, ben non, je fais pas ça, c'est parce que à quelque part, ma mère, elle n'avait pas ses appareils. Fait que là, elle m'a rappelé, la dame en question, encore, la directrice. Puis, elle me confirme que c'est vraiment 20 heures semaine qu'ils vont m'allouer, puis qu'ils vont me couper à partir du 5 décembre. Ça veut dire que si tu calcules vite fait, le 5 décembre, c'est ma paye de Noël. Ça veut dire que j'ai droppé aux fêtes de 40 heures à 20 heures. Et, je pose vraiment la question comme ça. Écoute, je comprends pas sur quoi tu t'es basé pour ça. Ah, ben je me suis basée sur qu'est-ce qui s'est passé en réunion, puis qu'est-ce qui s'est passé pour la réadaptation. J'ai dit, ouais, mais en passant, ma mère n'avait pas ses appareils. Fait qu'elle disait tout le temps oui, mais dans le fond, elle n'attendait rien. Fait que là, elle a continué de me demander des choses. J'ai dit, ouais, mais je te l'ai dit tantôt. J'ai dit, ma mère, elle n'avait pas ses appareils. Puis j'ai dit, c'est pas moi qui étais la chercher en haut pour l'amener en bas. Quand je suis arrivée dans la salle de réunion, elle était déjà là. C'est sa préposée qui l'a descendu en bas. Fait que j'ai dit, ma mère, elle répondait ça, parce qu'elle n'entendait rien. Puis, c'est la génération silencieuse, fait qu'elle ne demande rien non plus. Fait que, à un moment donné, le ton, il a monté un petit peu avec cette dame-là. Puis de toute façon, depuis le début, la première fois que je l'ai vue, elle a toujours été arrogante avec moi. Je ne sais pas si c'est à cause qu'elle a ce poste-là, mais en tout cas. Elle me fait comme réponse, d'un coup sec, ben écoute, elle dit, c'est assez, là. Elle dit, toi, en tant que, elle dit, toi, puis elle le dit vraiment comme ça, là, puis vraiment fort. Elle dit, toi, en tant qu'aidante naturelle, tu l'as pas remarqué que ta mère avait pas ses appareils? J'ai jamais réagi de même. Jamais. Je m'excuse. J'ai dit de manger de la menthe, puis j'aurais coché à nous. Ils m'ont convaincu en 3 jours de lâcher prise. Ben, les appareils, c'était compris aussi, là, tu sais. Puis, c'est pas moi qui étais allée la chercher en haut. Si j'aurais été la chercher en haut, j'aurais vu ces appareils sur le bureau, j'aurais dit, man, porte-les. Mais même encore là, ils voulaient pas que je m'occupe de ma mère. C'était eux autres qui voulaient qu'ils s'essayent à 100 %. Ils m'ont même dit, profite-en pour te reposer, tu n'as jamais de répit. Non, elle a fait comme réponse. Toi, en tant que préposée, en tant qu'aidante naturelle, elle a dit, t'as pas remarqué que ta mère n'avait pas ses appareils? J'étais vraiment fâchée.
j'ai appelé la commission des plaintes et j'ai déposé une plainte. Tout le monde se connaît à Amos. Ils ont tous la même âge à peu près, dans le même établissement. Donc, la plainte qui est ici, officiellement, il y a plein de choses que... Je pense que ça n'a même pas été évident. C'est hallucinant. Ils sont... Dans le fond, cette plainte-là, moi, je l'ai fait, puis eux, il y avait un laps de temps à me l'envoyer. Puis, ils ont attendu vraiment la dernière journée. Entre-temps, j'ai été voir la députée Suzanne Blais. Eux autres, ils ont poussé beaucoup. Puis, quand j'ai reçu ça, je l'ai reçu entre Noël et le jour de l'an. Je l'ai reçu le 28, 29 janvier, quelque chose de même. C'était la dernière journée. Je l'ai lu. J'ai été obligée d'arrêter en plein milieu. Je braillais. Parce qu'à toutes les fois que j'ouvre la bouche, ils ont quelque chose à dire. Même le médecin, par la suite, quand on a vu le médecin, même son médecin de famille dit que même lui, il n'a pas le droit de dire que ma mère, elle peut vivre tout ça. C'est pas à eux autres de juger ça. Ils sont pas à la maison non plus pour le juger. Fait qu'il dit, je comprends pas qu'il y ait quelqu'un qui dise que ta mère est capable de vivre toute seule. Moi, j'ai pas le droit de le dire en parlant du médecin. Fait qu'il dit, Madame Gendron, il n'y a personne. Il y a juste vous qui savez si vous êtes capable de vivre tout seul. Mais il y a une personne qui a décidé ça. Il y a une chose aussi que moi j'ai remarqué depuis j'ai un peu discuté, j'ai des groupes de soutien d'aidants naturels puis tout le kit, puis je me suis rendu compte que le métier aidant naturel, OK, il y a quasiment 75 à 80 % que c'est des femmes qui vont prendre soin d'une personne qui est malade. Je suis sûre et certain que s'il y avait plus d'hommes, moi, d'après moi, ça bougerait. Nous autres, les femmes, on dirait qu'ils s'acharnent sur nous autres pour être capables d'en prendre le plus possible. Puis j'ai comme l'impression qu'on est vraiment utilisé. Puis je trouve ça de valeur que ce soit encore une question que c'est les femmes qui écopent. Moi, je suis sûre et certain que s'il y avait plus d'hommes dans ce métier-là, on serait capable de... J'en connais un, Agnieszka. Bien, c'est ça. Jusqu'à date, c'est ça. Moi, tout autour, même les groupes de soutien, tout le kit, on le voit que c'est des femmes. Puis c'est nous autres. Moi, là, quand je débarquais ici, là, j'en avais un peu d'argent de côté. Ma mère aussi en avait. Mais là, les salaires qui coupent, ça rentre pas. L'argent rentre pas. Pige ici, pige là, pige ici. Dans le fond, ils nous ont vraiment appauvris. Ils nous ont vraiment... Tu sais, une guenille toute trempe, là, puis qui est rendue sec à force de retordre, on est comme ça aussi. Souvent, qu'est-ce qu'on se faisait dire, c'est « Ah, vous êtes précieux pour nous, les aidants naturels, les proches aidants. Vous êtes précieux, vous êtes comme nos anges qui prennent soin des personnes âgées, c'est ci, c'est ça. » Et combien de fois je me suis fait dire « Hey, c'est hallucinant, tu fais quand même une bonne job. » Puis depuis le début, Marguerite Blais, elle l'avait dit au début du COVID, qu'elle était supposée d'investir pour les proches aidants, les aidants naturels, l'aide qu'ils ont proposé au début de la COVID. J'ai rien vu de ça, Puis j'ai comme l'impression que ça a stagné. Puis j'ai comme l'impression aussi que la COVID a le dos large, parce que toutes les fois que tu poses une question ou que tu dis de quoi, « Ouais, mais c'est normal, on est en COVID. » Comme le rapport le dit aussi, en dernier de tout, suffit qu'on était en COVID, c'est pour ça que ça a pris du temps avant qu'elle ait son évaluation, que du mois de mars jusqu'à là, au mois de novembre. Non, c'est pas vrai. Je me suis jamais fait dire que c'est à cause du COVID. J'ai fait une plainte à commissaire des plaintes
J'ai envoyé une copie de mon dossier, le député Suzanne Blais. Par la suite, ils m'ont proposé d'appeler un avocat, l'avocat des personnes handicapées. Puis il y avait les médias. Fait que là, je suis rendue là. L'avocat, j'ai pas... Non. Et de un, on n'a pas d'argent à mettre là-dessus. Et de deux, je suis épuisée. Je me vois pas être obligée de passer en cours ou je sais pas, whatever, pour me battre encore. Le petit peu d'énergie que j'ai, c'est ma mère qui me le donne parce que moi, je trouve que ça vaut la peine. Ma mère, elle a le droit d'avoir une fin de vie décente avec dignité. Ma mère, ces derniers temps, elle me le dit souvent qu'elle veut partir. Elle veut me libérer, qu'elle dit. Je peux pas croire qu'elle se met ces charges-là sur son épaule. C'est pas de sa faute à elle. C'est pas de sa faute à elle. C'est tout ce qu'il y a alentour. Puis jusqu'à date, les pires, c'est le gouvernement. Puis quand on parle de services sociaux, c'est le gouvernement aussi. Donc, on est comme pogné d'une craque. Je sais pas comment, je peux pas dire. On est obligé de payer toutes nos affaires, mais on n'a plus de revenus pour les payer. Puis en plus de ça, ils sont arrogants, puis ils sont méchants. Puis moi, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Les aidants, les proches aidants naturels, lâchez pas. Lâchez pas, OK? Battez-vous comme moi. Faites des vidéos, répliquez, criez. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Parce que là, ils nous disent de prendre du repos puis de prendre soin de nous autres. Quand est-ce qu'on peut le faire? Si je viens avec une personne ici qui garde, ils vont m'enlever mon salaire pour la payer. Comment je pourrais me reposer? Je veux juste vous dire, lâchez pas. Mon nom, c'est Guylaine Maillé. Je peux même vous dire, écrivez-moi sur Messenger si vous avez des questions. Parce que le point de vue, c'est le chèque emploi-service. Je me suis rendu compte dans mon groupe de soutien qu'il y en avait plusieurs qui ne savaient même pas que ça existait. Puis j'ai comme l'impression que les travailleurs sociaux, ils n'en parlent pas non plus. Moi, elle m'en parlait pas. Fait que faites des mains et des pieds. Remplissez ces formulaires-là. Allez chercher votre chèque emploi-service. Puis je m'adresse à une petite dame que j'ai vue, que j'ai lue, puis je suis vraiment... Elle vit la même chose que moi, mais sauf qu'elle a ses 2 parents. Je peux même pas l'imaginer qu'elle est obligée d'aller travailler 40 heures semaine. Puis qu'à tout bout de champ, elle a des caméras dans sa maison pour être capable de surveiller ses parents. Je peux pas croire qu'on est rendu là à se battre avec le gouvernement quand que le gouvernement, ça fait 3 ans qu'ils nous disent « vous êtes important pour nous ». Non, on n'est pas si important que ça, parce que nous, on n'a pas eu de boni de COVID, on n'a pas eu de vacances de COVID non plus, on n'a rien eu, zéro, rien eu, à part couper le salaire, mon salaire, de moitié. Puis mon salaire, ça équivaut à ses heures aussi. Ce sont 20 heures, c'est 40 heures. Je peux pas croire qu'on est en train de se battre avec ce gouvernement-là en lui disant, ben, vous nous avez dit qu'on était important, là on l'est plus parce que la COVID s'en va. La journée où c'est qu'ils ont toutes les masques par Waydon, c'est cette journée-là que tout a chaviré. Là, tout le monde pouvait se promener plus de masque à Waydon. Mais nous autres, qui est précaires, puis qu'on a de la misère avec notre santé, puis surtout ma mère, est encore là, la COVID est encore là. Mais on panique pas, là, on n'est pas des... mais c'est encore là. Mais là, depuis 2 ans et demi, vous êtes important, mais là, présentement, regarde, il n'y a plus rien là, il faut qu'on le poigne, là. Il faut qu'on le poigne dans la société. Je suis comme toute virée à l'envers. J'ai comme l'impression qu'ils m'ont utilisé parce que je coûtais pas cher à l'État. Pour prendre soin de ma mère, puis qu'à cette heure qu'ils ont commencé à retravailler régulièrement, puis normalement, ils n'ont plus de besoin de moi, fait qu'ils m'ont floché. Mais ils me disent en même temps que c'est normal. Moi, je serais bien curieuse de savoir, chèque emploi-service, combien d'heures qu'ils ont le droit de payer ici à Amos. Ou dans les services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que c'est eux autres qui gèrent ça. J'aimerais ça savoir si c'est vrai.
qu'il y a un maximum de 25 heures. Je serais curieuse de voir s'il y en a qui se font payer plus que 25 heures d'aide. Je suis sûre et certain. Mais moi, même la commissaire à des plaintes, la lettre de la directrice, ils m'ont dit 25 heures maximum. Incompréhensible. Je vous en remercie. Donc, ce n'était pas l'entrevue intégrale. On va essayer de vous faire quelque chose vraiment de spécial pour que vous voyez vraiment l'entièreté de l'entrevue. On va travailler avec Francis qui s'occupe du montage. Il est caché, là, vous le voyez pas. Là. C'est toujours caché dans la régie. Laissez-les cacher. Laissez-les cacher. Sinon, Christian, il y a eu quelqu'un qui a reçu... Non, c'est pas toi qui as reçu un ticket pour grand excès de vitesse, quelqu'un qui circulait à 145 km/h. Encore une fois, de la vitesse. Dans le secteur de Matagami, peu après, avant 22h le 24 mai. Donc, ça, pour votre idée, là, 145 km/h, c'est un constat d'infraction de 879 $ et 10 points. 10 points. Fait que là, le permis de conduire, il y avait un probatoire en plus. Oui. Permis de conduire suspendu pour une période de 7 jours. Puis après ça, tout. 10 points d'inaptitude aussi. Donc, comme quoi, même si on est dans un endroit un peu isolé, il faut faire attention à sa vitesse parce que même si c'est plus dur de croiser, par exemple, un enfant qui se met au milieu de la route, ben il y a des orignaux, il y a d'autres personnes qui circulent, ça peut être dangereux. Et tu dis, il faut faire attention à sa vitesse, mais il faut faire attention en général quand on est au volant d'un véhicule. Et on l'a vu cette semaine, il y a un train qui circulait au centre-ville ici, du côté d'Amos. On a des images d'ailleurs pour vous le montrer, qui a percuté une camionnette sur la rue principale mercredi dernier. Il y a 2 ambulances qui se sont rendues sur place pour prendre en charge les passagers, les occupants de la camionnette. Il n'y a pas de blessure majeure de ce côté-là, mais ça fait des pas pires dommages sur une camionnette, un train. Oui, ça doit. Et c'est bien rare que c'est la camionnette qui gagne sur le train. Je dirais que la locomotive avait une marche crochie en avant. Ouais, c'est ça. Et c'est un train qui ne circulait pas à une très grande vitesse. On revenait du prochain sujet. Puis on l'a vu passer, nous, au centre-ville, là, ça ne circulait pas extrêmement vite. Donc, des fois, un petit moment d'inattention qui peut coûter cher là, quand on ne regarde pas où on s'en va et le train qui arrive. Donc, soyez prudents sur la route. Je ne sais plus si tu avais précisé, est-ce que la personne était blessée ou... C'était très, très mineur, là, un petit mal de cou, là, ce qu'on me disait. On prend quand même en charge quand il y a un impact sur des véhicules. Là. La plupart du temps, les ambulanciers vont venir vérifier, s'assurer que la personne est correcte et tout ça. Et je ne sais pas si vous saviez, mais pratiquement automatiquement, quand des coussins gonflables sont déployés dans un véhicule, il y a une ambulance qui va se rendre sur place pour vérifier. Donc, c'est une espèce de procédure. Là. Si les coussins ne sont pas déployés puis que la personne dit non, je veux pas d'ambulance, puis des fois, l'ambulance, s'il n'y en a pas de disponible, ils n'en mettront pas en route si ça ne nécessite pas. Mais automatiquement, quand il y a des coussins gonflables de déployer dans un accident, il y a d'ambulanciers qui vont aller vérifier l'état de la personne. Est-ce que dans le fond, il y a comme un système qui fait qu'ils sont avertis ou il faut quand même appeler? Non, c'est lorsqu'il y a l'appel. Quoique, il y a certains véhicules qui ont des systèmes d'appel. On pense à OnStar ou des affaires de même. Là. Ça laisse place aussi, et on l'a déjà vu, à des situations des fois où OnStar donne une adresse ici, puis finalement, c'est un accident aux États-Unis qui n'a aucun rapport. Là. Ça arrive des fois, ça, de ce côté-là. Sinon, on va y aller avec une bonne nouvelle. On est allé faire un tour du côté du Haut-Chac cette semaine. Oui, ça a rouvert cette semaine. Il n'y a pas eu un grand événement encore, mais ça devrait s'en venir. J'ai eu une entrevue avec Vincent Marcoux. On peut regarder l'entrevue. Salut Vincent, tu es propriétaire du Haut-Chac. Oui. Qu'est-ce que ça fait de rouvrir enfin? On est vraiment content pour de vrai. On a mis beaucoup d'efforts depuis 9 mois. Ça a été une grosse hiver chargée, mais aujourd'hui, je suis vraiment content de voir le fruit de nos efforts à l'œuvre, je peux dire. Ça demande quand même beaucoup de résilience de traverser une pandémie, une pénurie de main-d'œuvre, puis en plus passer au feu. Comment tu te sens par rapport à ça? Pour de vrai, c'est sûr que, comme tu as dit, il y a eu beaucoup d'épreuves, mais je pense que s'il y a un mot qui nous représente bien, c'est la résilience. Donc, je suis vraiment content aujourd'hui d'être ouvert, puis justement d'avoir montré à tout le monde qu'on n'allait pas se laisser abattre. Là. Puis, est-ce que tu as eu bien des clients à date? Ça commence plus slow, tu disais, hein? Oui, mais je ne l'ai pas trop annoncé, là, parce qu'il y a quand même une période de rodage au niveau de tout notre système informatique, tout ça. Le système de son, il n'est pas à point en ce moment non plus. Donc, ça a été quand même une journée assez mollo, mais je suis vraiment pas inquiet pour le reste de l'été. Là. Ça devrait être prêt quand, à peu près? C'est sûr qu'en fin de semaine, on va être prêt. Là, avec quelques préparatifs encore, mais en fin de semaine, je vais commencer
à ouvrir la valve, comme on dit, là, à faire des activités et tout ça, puis on va être prêt pour tout l'été, c'est sûr. Est-ce que tu vas organiser quelque chose de spécial pour la grande réouverture, on va dire? On est en train de penser à ça. On a quelques idées derrière la tête. Je vais laisser mijoter tout ça cette nuit puis demain, puis je vais sûrement revenir avec ça sur Facebook. Là. Un gros merci, Vincent. Merci, ça fait plaisir. Et je me permets de saluer les Marcoux. Je me permets aussi de saluer Philippe Gartin avec le Mike's à côté qui devrait ouvrir, à ce qu'on me disait, bientôt. Okay. On ira le voir, mais que ça soit ouvert. Ouvert, voyons, je dépasse ce matin. Juste pour vous, c'est après la suite d'un incendie. Oui, exactement. C'est l'été passé. Oui, c'est ça. L'été passé, le Haut-Chac et la petite grenouille et chez Pascal ont passé au feu. Puis là, ben, ça a causé des dommages aussi au bâtiment à côté. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un investissement majeur parce que de refaire la bâtisse en eux, évidemment, c'est de repartir d'un solage qui était là, qui était encore semi-potable, de finir par placer tout ça. Et là, ben, Vincent, il riait bien cette semaine parce que ces décos n'étaient pas tout arrivés. C'était encore, vous allez peut-être le voir dans les images, les décos n'étaient pas installés, mais c'est tout le processus de recevoir tout. Puis, il y avait vraiment hâte de retrouver sa clientèle. Donc, chapeau de votre côté pour la résilience. Donc, je crois que c'est ce qui conclut l'actu. Quelques petites... je l'ai juste une, moi. Vas-y. Je vais bien en reparler la semaine prochaine. C'est parce qu'on a eu des petites filles de Santerre qui ont remporté quand même un gros tournoi de basketball, qui est à 5e et 6e année, qui ont remporté un tournoi de basketball à Montréal. Et là-dessus, justement, la semaine prochaine, j'ai fait un petit topo. La semaine prochaine, on va en parler davantage. Sinon, salutations aussi à la gang de Nanicana Aerospace et aux étudiants qui ont participé à la mission qui s'est faite cette semaine. Il y a eu un lancement de ballons-sondes dans la région. Lancement qui s'est fait à partir de la base de Pressac, qui ont un espace maintenant pour faire leur lancement. Le ballon qui devait techniquement se rendre dans le secteur de Sainte-Terre. Ouais. Et qui, avec le système météo qu'on a eu au Québec cette semaine, s'est rendu pas mal plus loin. C'est rendu pas loin de la réserve faunique Achap-Mouchouane. Ça, savez-vous c'est où, ça, cette réserve faunique? Dans le nord du Québec, j'imagine? C'est entre Chibougamau et le lac Saint-Jean, en fait. Donc, il était rendu pas mal plus loin. Effectivement. Et si je me trompe pas, ça a été récupéré. Donc, l'équipe de récupération s'est rendue de ce côté-là. A eu un petit peu plus de route à faire que prévu pour se rendre. Mais c'est ça qui arrive quand on a des systèmes météo puis les vents en altitude sont plus forts que prévu. Donc, félicitations de votre côté. Puis, évidemment, il y aura probablement des résultats de cette mission-là parce que il y avait des instruments de mesure dans cette sonde-là pour différents besoins. Donc, c'est ce qui fait le tour. J'ai sorti ma chemise fleurie. Je vous souhaite du soleil en fin de semaine. Ah oui. On l'espère parce que ça a été pluvieux dans les derniers jours. Mais on va essayer de profiter de la chaleur, profiter de l'été qui arrive et des terrasses qui sont installées. Ah! C'est vrai, moi je suis pas un gars de terrasse. Moi j'aime tellement ça. Là. C'est le fun de manger, boire dehors, profiter du beau soleil. Pas à Montréal. À Montréal, il y a genre des guêpes, là, mais ici. C'est ça, les mouches, les guêpes. Là. Je peux-tu vous parler de ma porte sur Mars? C'est Galilée qui a pris des photos? Non, ok, c'est beau. Vous irez voir ça, là. Il y a des photos de la NASA. On dirait qu'il y a une porte, c'est pas une porte, c'est une formation rocheuse qui est découpée, mais les photos sont quand même intéressantes à analyser. C'est la NASA qui a publié ça il y a une semaine ou deux. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, allez vérifier, puis théorie du complot. Puis... si vous voyez des ovnis, envoyez-nous des photos. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Non, c'est ça. On aimerait ça. Nouvelle avec un S en ramasse-médiaté.ca. On vous attend. Ouais. Là-dessus... Ah non, ça c'était mon langage extraterrestre. Bonne journée.